Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale. C'est votre rendez-vous écologie du lundi. Notre invité, c'est François Sabatier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur de l'environnement. Vous êtes également enseignant. On va parler avec vous de beaucoup de choses, notamment de l'érosion. Est-ce que c'est un problème, un risque? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? On en parle dans un instant avec vous. Julie, à mes côtés comme chaque lundi. Bonsoir Julie. Bonsoir Sophie. Merci d'être sur ce plateau. On va commencer avec toi et l'actualité de la semaine. C'est parti. Dans la métropole, Julie, les déchets n'ont pas fini de faire parler d'eux avec un nouveau rapport qui va être dévoilé. Et oui, souvenez-vous, le 18 avril dernier, la métropole lançait cette mission d'information sur la collecte des déchets avec un timing très serré d'1 mois pour se réunir. Donc, au cours de ce mois-ci, les maires des différentes communes et des élus marseillais se sont réunis. Ils ont fait des visites de terrain. Le constat sur la collecte des déchets à Marseille et aux alentours est assez récurrent. Il n'y a qu'à voir les nombreuses grèves, notamment celle, la dernière en date, juste avant l'arrivée de la flamme olympique. Et donc, un peu plus d'1 mois après son lancement, cette mission vient tout juste de s'achever. Elle était pilotée par l'élue écologiste Christine Just. Et un rapport doit maintenant être rédigé par les services métropolitains. Il sera dévoilé lors du prochain conseil métropolitain le 27 juin prochain. Et est-ce qu'on connaît déjà les grandes lignes de ce rapport, Julie ? Oui, alors il n'est pas encore dévoilé, mais on sait à peu près à quoi s'attendre. Alors selon nos informations, le rapport soulève notamment une difficulté particulièrement accrue de la collecte à Marseille comparée aux autres communes. Cette difficulté pourrait être due au fait que la ville déjà n'a pas la compétence de la collecte des déchets, contrairement à certaines petites communes aussi où il y a plus de proximité. Doivent également être soulignées dans le rapport les conditions de travail des agents, l'état de certains dépôts qui sont mal entretenus, notamment celui de Rabateau à Marseille. Et surtout, doit être évoquée aussi la fin progressive de l'enfouissement des déchets. À l'horizon 2026, on ne pourra plus enfouir les déchets, il faudra trouver des alternatives. Et le timing est serré compte tenu du tri des biodéchets qui commence à peine à se mettre en place. Merci beaucoup Julie, on passe à l'invité. Merci beaucoup François Sabatier d'être sur notre plateau. Avant de parler d'études, avant de parler de chiffres, peut-être que vous pourriez rappeler à ceux qui nous regardent concrètement ce qu'on appelle l'érosion. Alors, je pense que vous voulez parler de l'érosion littorale. Oui. Et la disparition des plages dans notre région. Eh bien, en fait, c'est un phénomène dont on entend souvent parler. Si vous allez sur la même plage tous les étés, quelquefois, vous vous rendez compte que cette plage disparaît au fil des années. Donc, c'est ce phénomène-là qui n'est pas nouveau. Qui n'est pas nouveau, exactement. Qui est naturel, puisque les plages sont finalement des tas de sable qui se déplacent avec les courants. Qui est naturel, mais dont on entend quand même parler avec un peu d'alerte quand même. On a l'impression que les chercheurs tirent la sonnette d'alarme, qui inquiète aussi ce phénomène. Donc cette érosion des plages, elle n'est pas ancienne. On s'en est préoccupé dès qu'on a voulu habiter près des côtes. C'est-à-dire, ça date de quand à peu Alors, près? Ça peut être très vieux parce que, par exemple, au Sainte-Marie-de-la-Mer, dans les années 30, déjà, on faisait des constructions en bois pour limiter le recul du rivage. Mais c'est vrai que depuis quelques années ou quelques semaines, on en parle un petit peu plus, notamment avec ce qu'on sait sur l'accélération de la montée de la mer, qui va induire des effets importants sur l'érosion côtière dans notre région. C'est-à-dire combien? Est-ce qu'on a une idée de ce que la mer va avancer dans les prochaines années? Alors, on a une idée de la vitesse à laquelle elle monte. Je vais vous donner un ordre de grandeur. Pendant le XXe siècle, la mer montait de 1 à 2 mm par an. Aujourd'hui, elle monte presque à la vitesse de 4 mm par an. Donc en fait, la mer monte de plus en plus vite. Et ça, c'est un facteur qui aggrave l'érosion. Et c'est dû à quoi cette montée des eaux, enfin cette érosion du trait de côte? Il y a la montée des eaux, justement. Est-ce que c'est la seule cause de l'érosion du trait de côte? Alors, la disparition des plages, l'érosion du trait de côte, elle n'est pas seulement causée par la montée de la mer. Elle est causée d'abord parce que on a enlevé tous les sables, tous les sédiments des rivières depuis 200 ans. On a construit des ports pour des activités touristiques, économiques. Quand vous construisez un port, vous modifiez les courants sur le côté. Et ensuite, on a cette gestion-là, elle n'est pas très efficace. Et aujourd'hui arrive la mer qui monte beaucoup plus vite. Et donc, aujourd'hui, ça bat sur nous déjà cette montée de la mer dans un secteur où il y avait déjà des problèmes d'érosion. C'est les activités humaines qui aggravent le phénomène. Alors,
Oui, c'est ça. On pourrait nuancer beaucoup plus, savoir lesquelles exactement. C'est-à-dire, il y a les activités portuaires. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous construisez un port, une digue, elle va protéger un endroit, mais déplacer les courants un peu plus loin. Et votre plage, ça va prendre quelques dizaines d'années, elle va se déplacer. Et ça, on ne se rend pas compte tout de suite. Donc voilà, ça c'est un exemple d'activité. Un autre exemple, et on n'a pas trop ce problème dans la région, c'est les extractions sur les plages. Ça ne se fait plus. Mais au 19e siècle, les entrepreneurs qui avaient besoin de sable pour construire allaient sur les plages et raclaient ou une grande partie du sable. Donc on a enlevé du sable aussi. Et justement, au niveau local, quelle est la situation ici en Provence-Alpes-Côte d'Azur? Est-ce qu'on est plus menacé qu'ailleurs en France? Les autres régions, quand même aussi, on le voit dans les journaux ou dans l'actualité, elles ont aussi beaucoup de problèmes. Notre difficulté dans la région, c'est que souvent on a une plage et souvent derrière vous avez soit un petit talus, soit une falaise, si vous êtes à Porquerolles par exemple, ou alors si vous êtes dans d'autres endroits, vous avez un parking, vous avez une rue, vous avez une croisette, vous avez une voie ferrée ou des habitations. Et alors, juste, pardon, pour citer ce chiffre du CEREMA d'avril dernier, 800 logements menacés par l'érosion du trait de côte d'ici 2100. Donc ça, c'est assez inquiétant quand même. En Provence-Alpes-Côte d'Azur? Voilà, le CEREMA, un organisme public qui fait bien son travail. S'ils estiment à 800, je pense que c'est exact. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces plages-là, naturellement, elles doivent se déplacer. Et aujourd'hui, elles ne peuvent plus reculer parce qu'on vit derrière les plages. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de solutions. Hein. Vous dites que c'est naturel, ça existe depuis toujours, donc ça veut dire que finalement, il n'y a rien d'inquiétant. Hormis les habitations, il ne faut plus construire trop près des côtes. Mais quel est le problème alors, si c'est naturel et que ça a toujours existé? C'est que justement, on habite maintenant dans un endroit qui va subir les flots de plus en plus. Donc les maisons de bord de mer et les habitations, tout ça. Voilà, donc pour ces gens-là, ça peut devenir très inquiétant. Surtout que dans la région, par exemple les Alpes-Maritimes, le littoral est très urbanisé, il n'y a plus beaucoup de place quand même. Mais concrètement, là, on parle de plusieurs décennies, on ne parle pas de maisons qui vont être envahies par l'eau dans quelques années. L'avantage que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de faire des estimations qui nous projettent loin. Effectivement, on parle de plusieurs décennies, mais je me souviens, en 2011, la tempête où on a l'aéroport de Nice qui Erika. Non, c'est pas celle-là. Qui a plusieurs dizaines de centimètres d'eau. Ça, c'était déjà il y a 10 ans. Donc on a du temps, mais il ne faut plus en perdre. Est-ce que c'est réversible, cette montée des eaux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour freiner le phénomène et protéger les habitations, etc.? Alors, la mer monte en gros pour deux raisons. Parce que le climat se réchauffe et l'océan a plutôt tendance, quand il est chaud, à se dilater. Ça, c'est long. Même si on arrêtait les émissions de CO2 tout de suite, ça ne s'arrêterait pas tout de suite. Ça peut prendre même plusieurs centaines d'années. Donc non, la mer va encore monter et il faut s'en préoccuper aujourd'hui. Et comme on a du temps, normalement, on devrait faire les choses bien, anticiper pour que ce soit le moins douloureux pour les citoyens et le moins cher. Ça, c'est dans un monde idéal. La mer monte, ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'eau, qu'on comprenne bien. Sur Terre, il y a toujours en gros la même quantité d'eau. Voilà, c'est pour ça qu'on comprenne bien que ce sont les terres qui se... En fait, quand la mer monte, elle ennoie progressivement. Et elle monte parce que, en gros, si je simplifie, vous avez des glaces qui sont en train de fondre. Et du coup, la mer s'élève. Et comme elle est plus chaude, elle se dilate. D'accord. L'eau est placée à des endroits différents. Maintenant, elle est placée sur nos côtes. Ouais. Et des états différents, Julie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les plages de la région, du littoral? Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Alors, en fait, si vous allez à la plage cet été... Si votre plage fait 3 mètres de large, 4 mètres de large, 5 mètres de large, vous pouvez vous dire que vos enfants, à votre âge, en fait, ils iront plus. Oh, donc les plages vont disparaître. Certaines plages sont amenées à disparaître. Voilà. Sauf si on fait ce qu'il faut pour les conserver. Et ce qu'il faut, on a des petites techniques d'ingénierie qui permettent de limiter le recul. Par exemple, apporter du sable régulièrement. Jouer avec le génie écologique et l'herbier de Posidonie, et il y a beaucoup de plages dans la région qui en ont, ou peut-être à des endroits perdre 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres pour recréer une plage et pouvoir utiliser cet espace naturel qui me semble important pour la région. Merci beaucoup François Sabatier d'être venu sur le plateau de Planète Locale. On poursuit avec l'objet de Julie de la semaine. C'est parti.
C'est la tradition chaque lundi. Alors, on va parler de la Méditerranée qui recense 10 000 espèces aquatiques. Une application vous permet de les connaître. Trop bien. Oui, alors l'objet cette semaine, c'est votre smartphone et cette application qui s'appelle What the Fish. Donc, on peut traduire en français par qu'est-ce que ce poisson. Ce n'est pas toujours évident lorsqu'on fait de la plongée, qu'on voit des poissons, de différencier une sard d'une dorade, enfin, un sard d'une dorade, ou alors de différencier les différentes espèces de raies. Et il y en a beaucoup en Méditerranée. Et c'est en partant de ce constat que deux Varois, donc Nicolas Guyot qui est plongeur et ingénieur, et Annelise Léna ont créé cette application. Alors, à l'origine, What the Fish, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des quiz pour tester votre connaissance sur les espèces aquatiques. Et puis, courant 2023, l'application s'est enrichie avec l'intelligence artificielle. Donc, dorénavant, il est possible, lorsque vous faites de la plongée, de prendre des photos, des vidéos et de mettre les vidéos sur l'application pour qu'elle identifie les poissons. Seul petit bémol, cette fonctionnalité n'est disponible que sur les iPhones, donc iOS. Sur Android, c'est encore la version quiz. Bon, c'est toujours bien pour tester ses connaissances. L'application est encore en développement. Pour l'heure, 100 d'espèces seulement sur 10 000 sont recensées. Mais l'application a vocation à se développer et elle souhaite travailler avec des organismes, notamment le Parc des Calanques, pour développer sa base de données, etc. Merci beaucoup. Merci Julie. Merci à vous d'être venue sur le plateau. François Sabatier de Planète Locale. Planète Locale, c'est une émission qui est engagée pour l'environnement. On vous propose de regarder ce QR code. Vous scannez, vous nous envoyez vos photos ou la vidéo de vos bonnes actions que vous faites pour l'environnement. Les meilleurs seront sélectionnés et diffusés dans l'émission Planète Locale. En un mot, ton geste pour l'environnement, Julie. En un mot. Mon geste pour alors le recyclage, c'est quand même la base de la base. Toi, c'est le recyclage et vous ? Je vais souvent à pied. Ah, super. Ah oui. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez avec nous sur BFM Marseille et Provence. On se retrouve après une courte pause.